l'une des seules chances de pouvoir vivre de sa musique. Cependant, il y a des menaces qu'une certaine intelligence que l'on dit artificielle présente vis-à-vis de ce genre de musique également. Donc, alors justement, on fait ces discussions dans le cadre du Synfest, donc on a appelé ça les talks, la parole, hein, la parole est importante, et donc avec à la fois l'UNA, qui est l'Union nationale des auteurs et compositeurs, qui est une organisation professionnelle qui est là pour protéger et défendre les droits des auteurs et des compositeurs, et évidemment en parallèle avec la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Et dans les sujets qu'on traite souvent dans ce genre de rencontres, c'est d'indiquer que finalement les sources de revenus pour un musicien, qui serait à la fois un compositeur, un interprète, un enseignant, comme tu l'as souligné, et cela dans un arbre avec beaucoup de domaines d'activité, que ce soit le live, que ce soit la musique enregistrée, offrirait des sources de revenus multiples. Et que ce serait voilà, l'ajout, l'agrégation, l'accumulation de ces sources de revenus multiples qui fait qu'on pourrait en tout cas dégager un revenu suffisant pour pouvoir en vivre. Tout à fait. Donc il faut, comme je le disais tout à l'heure, faire feu de tout bois, c'est-à-dire être multidisciplinaire, avoir plusieurs chapeaux, plusieurs casquettes. Et c'est surtout, en tant que compositeur, se rendre compte d'une chose, c'est que ces revenus que l'on dit du droit d'auteur, ce n'est jamais qu'avec, de manière différée qu'on se rend compte de leur importance. Sur le moment même, on ne se rend pas compte. Et je puis témoigner de des choses que j'ai écrites il y a 40 ans et qui me paraissaient accessoires, et dont le succès me paraissait temporaire, aujourd'hui continue à me faire vivre, et j'en suis le premier étonné. C'est vous dire que le droit d'auteur, c'est bien plus que ce qu'on s'imagine. C'est une grande propriété déjà pour commencer. Donc, par conséquent, il est normal que toutes les fois qu'il y a une exploitation qui est faite d'une œuvre, eh bien, je puisse toucher ce qui s'en dégage. Alors évidemment, de notre temps, alors là, je parle comme un dinosaure, il y avait ce qu'on appelait les musiciens de studio. Et ça, c'était mon activité principale. J'étais d'abord un musicien de studio. À l'époque, nous n'étions pas très nombreux à utiliser les synthétiseurs qui avaient très peu de mémoire, on n'en avait carrément pas. Il fallait en temps réel programmer, avoir l'idée de ce que l'on allait jouer et l'interpréter dans le temps requis, parce que le temps de studio coûtait très cher. Voilà. Donc c'est une formidable école d'improvisation, qui m'a servi plus tard d'ailleurs, puisque j'improvise aujourd'hui. C'est de cela que j'ai vécu longtemps. Et de par les choses que je faisais en tant que musicien de studio, se dégageait une capacité qui avait été notée par certaines personnes d'arrangeur. C'est-à-dire que chaque chose que je faisais, je l'inventais. Et donc j'arrangeais en temps réel. C'est ce qui m'a permis de devenir petit à petit un producteur. Donc là, je suis en train de vous faire un peu le panorama de toutes les choses que l'on peut faire pour vivre de ce métier, à savoir, au départ, il y a ce que les luthiers d'entre vous nous permettent d'avoir, qui inspirent une envie de faire de la musique, et ensuite qui se développe et qui peut finir par devenir un producteur, peut devenir un arrangeur, peut devenir un ingé son, peut devenir un luthier soi-même. Il se trouve que je programme moi-même certains des outils que j'utilise. Alors justement, la maison mère vient de faire son entrée sur le plateau. Moi, il y a vraiment une chose qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que malgré le fait que nous soyons presque de la même génération, j'ai l'impression qu'il y a quelques années d'intervalle, j'ai vécu la même chose, et que finalement, les générations d'après vont vivre la même chose. Et ce qui m'interpelle vraiment, c'est ce que tu dis sur le destin d'une œuvre. Alors, il y a le destin de l'homme, de l'auteur, du compositeur, du musicien, mais le destin d'une œuvre, c'est qu'en fait, on ne sait jamais réellement ce qu'elle peut devenir. Alors, la plus grande probabilité, vu le nombre d'œuvres écrites tous les ans, c'est peu de choses, mais tout d'un coup, on fait finalement un métier où quelque part on joue au loto tous les jours, on ne gagne pas à chaque fois, et parfois on gagne parfois une petite somme, parfois une somme plus importante. Et pour ça, ce qui semble fondamental, en tout cas moi ce qui me semble fondamental, c'est dès le début se mettre dans la disposition de pouvoir la récupérer, cette somme. Et donc de balayer toutes les légendes urbaines qu'on peut connaître et qui existent sur la SACEM, sur les autres organismes de gestion collective de musiciens, Adamis, Pénidam, les producteurs, les méchants producteurs, la caricature du producteur au cigare qui est là que pour faire du mal. Et en fait, la réalité, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est
c'est difficile pour tout le monde. Absolument. Sauf qu'il y a des précautions qu'on finit par prendre. Et bien souvent, il faut se faire avoir. Je me suis fait avoir plusieurs fois, et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de commettre des erreurs, n'est-ce pas? L'erreur première, qui est de ne pas protéger ses œuvres, et de considérer que cette œuvre que je suis en train de faire, vous voyez, ce petit bidouillage, ça vaut pas grand-chose, de toute façon. Et puis je le fais écouter à mon pote, qui fait écouter à un autre pote, et puis un jour, on retrouve à la radio, ah tiens, mais c'était mon truc. Oui, sauf que c'est trop tard, vous ne l'avez pas protégé en temps et en heure, ce n'est plus à vous. Je viens de passer une dizaine d'années au conseil d'administration de la SACEM, je sais pourquoi. Je sais combien certaines des choses que j'aurais dû protéger, je ne les ai pas protégées. Ce soir, je vous en dirai plus, pour ceux qui voudront. Voilà, il faut aussi apprendre à cultiver l'art du teasing, hein, c'est un truc fondamental, parce que si on dit tout maintenant, après ils ne reviennent pas. Il faut toujours une version 2, hein, tout le monde le sait. Voilà. Et une œuvre, c'est une chose extraordinaire. Je vais vous donner simplement un petit exemple, un tout petit exemple. Un jour, mon producteur de maison de disques chez Barclay me dit « Wally, est-ce que tu n'as pas un petit truc sympathique à faire jouer à Raymond Lefebvre ?» Vous voyez qui c'est Raymond Lefebvre? Vu la génération, il n'y a que des gens comme nous qui vont voir qui est chef d'orchestre qui a accompagné toutes les vedettes de la chanson des années 60-70. Bien, je lui présente un petit truc que j'ai fait avec mon Korg 800 DV. Vous savez, avant le MS-10, MS-20, SP10 et tout le reste. Même Olivier Graham n'en a pas. Voilà. Et ce petit truc, Raymond Lefebvre l'enregistre. Très bien, je suis honoré, je suis content. Ça ne produit rien du tout, j'ai été payé, machin, bon, voilà. 40 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant. Eh bien, il se trouve que cette chose-là est utilisée comme générique dans je ne sais plus quelle émission en Allemagne et produit du droit d'auteur conséquent. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de choses dont on ne se rend pas compte au moment où on les fait. Il s'agit de choses qui peuvent paraître comme ça accessoires, mais dès lors que vous les avez protégées, vous ne vous rendez pas compte de ce que cela peut faire. Et je ne prétends pas qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre, hein. Non. Et aujourd'hui encore, je me pose des questions. Mais voilà. Et si tu pouvais, tu rajouterais bien quelques petites parties, le refaire et le réenregistrer, mais là, c'est pas possible. Oui, et j'aurais tort. Mais évidemment. Car bien évidemment, ce qui a plu, c'était la fraîcheur de la chose. C'était fait sans arrière-pensée, sans construction intellectuelle. Il n'y avait strictement aucune approche d'artiste autre qu'une maquette que j'avais faite pendant toute la nuit. Vous savez ce que c'est que maqueter toute la nuit, hein? Oui, Bon, oui, voilà, oui, on faisait des maquettes toute la nuit. Et voilà. Non, comment est-ce qu'on peut vivre de ce métier? Comment est-ce que nous avons vécu de ce métier? Oui, ça je peux en parler. Comment est-ce que les artistes d'aujourd'hui vivent de leur métier? Ça c'est une vraie question. Quand on sait ce que le streaming paye, quand on sait les menaces que l'intelligence artificielle présente, quand on sait bien des choses, eh bien on se dit heureusement que nous avons certaines structures comme cette fameuse SACEM. Et sachez une chose, il en existe dans chacun des pays des SACEM. Et il existe même une confédération internationale de toutes les SACEM du monde. Il se trouve que je continue, moi, à œuvrer un peu au sein de ces choses-là, parce que je baragouine un tout petit peu l'anglais, forcément, vu que j'ai travaillé avec quelques anglais. Mais de se rendre compte que le droit d'auteur, c'est peut-être encore ce qui nous reste et qui nous protège, même s'il est peut-être mis à mal par certaines technologies qui se disent artificiellement intelligentes. Alors là, tu as fait légèrement retomber l'ambiance. Alors, moi, il y a une chose que je vais adorer dire, c'est que je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Ah, enfin. Et que, effectivement, nos âges respectifs nous permettent de dire bon, bah, c'était mieux avant. Mais j'ai l'impression que le c'était mieux avant pour toi était mieux avant aussi, que le mieux avant était pour moi aussi, et celui qui avait 10 ans de moins que moi, c'était aussi mieux avant, mais qui était mon quotidien à moi. Vous voyez ce que je veux dire? La temporalité du c'était mieux avant, finalement, elle ne fait qu'avancer. Alors, je te coupe, car je ne prétends pas dire que c'était mieux avant. Je dis simplement que de mon temps, je peux parler avec plus de précision, car j'ai vécu. Aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes enjeux, car j'ai un catalogue qui travaille pour moi quelque part, et que je n'ai pas à faire face à ce que les jeunes d'aujourd'hui ont à faire face. Je ne prétends pas que ce soit mieux pour autant. Car même à mon époque, il y avait des enjeux que ceux qui m'avaient précédé n'ont pas connus non plus. Donc quelque part, chaque époque, ses challenges, chaque époque, ses défis, et chaque époque, ses éthiques également. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on cherche à faire? C'est quoi la musique que je vais faire?
Est-ce que je vais la faire pour moi? Est-ce que je vais la faire avec les autres? Est-ce que ça va être simplement un passe-temps? Est-ce que c'est censé être simplement un hobby? Un hobby, je devrais dire. Et ça, c'est un lapsus. Un lapsus révélateur, d'ailleurs. Extrêmement révélateur. Et ou est-ce que ça peut être quelque chose qui va finir, à force de travail et à force d'intéresser les gens, par être ce qui, sans même que je le veuille, finissent par me faire vivre un jour. Tu vois, je suis amené à déflorer un tout petit peu le sujet par rapport à ce soir. Sachez une chose, c'est qu'un jour, il existait à Paris ce qu'on appelait le salon de la musique, à place de la Bastille, à l'époque des orgues électroniques. Vous vous rappelez? Les orgues de maison, enfin, les plus anciennes d'entre nous s'en rappellent. Des orgues de maison, des orgues d'appartement avec boîte électronique, boîte automatique. De clavier, de damier. Voilà. Eh bien, je m'étais mis à un stand à jouer un air de Marcel Amont, ça fait passer le temps. Excusez-nous, on a l'âge qu'on a. Hein. Voilà. Et donc j'étais là en train de faire mon petit truc, puis soudain, je lève les yeux, et il y a un monde fou autour de moi en train de me regarder. Mince! C'était ma première expérience d'un public qui m'écoutait. Un public autre que mes amis, ma famille, ceux qui disaient « Oui, Wally, t'es bien, tu sais, oui. Mais fais tes études, ce sera un peu... » Voilà. Là, j'avais un public qui était prêt à ce point à m'écouter que celui qui tenait le stand ne voulait pas me lâcher, bien évidemment. Et moi, j'étais bien embêté parce que j'avais envie de faire pipi. Et je ne savais pas si j'allais devoir quitter le clavier parce qu'il y avait tout ce monde-là qui attendait que je continue à faire groover le truc. Voilà. Alors tu vois, ça me fait plaisir parce que ça va exactement dans le sens de ce que je voudrais défendre comme idée, qui est finalement de dire il y a un nombre de possibilités oui. et un nouveau nombre de possibilités et des opportunités qui s'ouvrent à la possibilité de diffuser sa musique. Je ne parle pas de la possibilité de le créer, parce que ça, la possibilité de créer la musique, on est au Synfest, et là, on n'a que l'embarras du choix, à condition d'avoir les bonnes cartes bleues. Mais pas que, mais vraiment, moi je pense que ça a ouvert quand même ces possibilités-là. C'est que réellement, bien sûr, t'imaginais pas dans un salon de la musique en jouant de l'orgue, tout d'un coup te retrouver dans la même condition que si tu avais été sur scène avec des gens qui seraient venus t'écouter. Tout à fait. Et bien là, on est un peu dans ce système-là. Alors, c'est sûr que économiquement, c'est compliqué, mais qui aurait dit, est-ce que nous-mêmes, on aurait pu imaginer, il y a 30 ans, qu'on aurait la possibilité d'enregistrer soi-même un morceau dans une qualité plutôt supérieure et de la mettre à disposition de la planète entière via une plateforme de streaming ou tout simplement YouTube. Ah non, ça c'est des nouvelles choses. Et on a ces opportunités-là. Bien sûr, la difficulté réside dans la possibilité d'en tirer revenu et d'en vivre. Et justement, moi j'aime beaucoup quand tu parles de cette question d'audiovisuel et de 40 ans après de l'œuvre qui rapporte quelque chose, parce que ça c'est une réalité et qu'il existe ces dispositifs qui font que, en ayant des sommes, des utilisations, font qu'on peut espérer avoir quelque chose à condition de travailler sur la durée et avoir plein d'activités et plein de revenus. D'ailleurs, tu sais quoi? Parce qu'il ne faut jamais hésiter à faire de la promo, et tu as parlé de lobby, j'ai écrit un livre sur cette question. Non. Mais si. Et donc, moi, mon idée, c'est de définir un personnage qui est toi, en fait. J'ai raconté ta vie, ton œuvre, enfin, il y en aura un peu plus ce soir avec de vraies anecdotes, parce que tu le veuilles ou non, hormis d'être un chaman pour beaucoup qui ont écouté ta musique, tu es également un slasher. Donc tu es auteur, compositeur, producteur, programmeur de son, démonstrateur d'orgue au Salon de la musique avec des morceaux de Marcel Amont, plus tout ce que tu ignores, que tu n'as pas encore fait. Et ça, c'est vraiment super. Et tu vas te trouver des trucs et des choses que tu n'imaginais même pas. Et j'espère que ça te fera des revenus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La réponse c'est oui. Absolument d'accord avec toi. Mais je vais rajouter une dimension à ce que tu viens de dire, ce qui effectivement est extraordinaire, que nous vivons aujourd'hui, quand bien même on n'est pas certain d'en tirer revenu de manière à en vivre. Nous avons tous possibilité d'atteindre le monde entier. C'est l'une des choses dont on ne se rend pas compte. Atteindre le monde entier, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on n'est plus simplement borné à une exploitation hexagonale,
européenne, tout ce que l'on veut. C'est le monde entier. Dès lors que l'on peut poster pratiquement, après avoir protégé par la SSM, ces œuvres, on peut toucher le monde entier. Cela veut dire que l'on touche des sensibilités très différentes. Et quand bien même, et si une œuvre finissait par tomber en, on va dire, une sorte de purgatoire, là où elle a été créée, là où nous sommes, eh bien, il se peut que ça résonne ailleurs. Et c'est cet ailleurs qui, s'accumulant avec les autres ailleurs, finissent par faire des droits d'auteur, finissent par faire des droits voisins qui nous permettent de vivre. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, on va faire un truc qui n'était pas du tout prévu, mais puisque je le vois à côté de nous, si tu veux, on va demander à quelqu'un de venir nous rejoindre pour voir s'il partage un peu notre point de vue. Parce que je vois que nous avons, en parlant d'icônes et de légendes de la musique, nous avons avant tout François Bréant. François, est-ce que tu veux bien venir une minute t'asseoir entre nous, mon cher François? Une icône. Alors. Oui. Donc, on va te prêter des micros, il n'y a pas de problème. Donc je vais te reposer la même question que j'ai posée à Wally, qui est de dire, au vu de ton passé, de la longue route que tu as accomplie, de l'avenir que tu vois devant toi, c'est quoi, selon toi, les premières choses à faire pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans un métier de musicien, auteur, compositeur, là, aujourd'hui, c'est faire du live, aller au studio, travailler l'enseignement, chercher des utilisations audiovisuelles. Vas-y, t'as 2 minutes. L'enseignement, pourquoi pas, mais c'est pas exactement la mission qu'on a en tête. Quand on a 14 ans et qu'on dit à ses parents, c'est musicien que je veux faire, c'est pas ça. On a une idée, un rêve, et on veut que notre vie ressemble au maximum à ce rêve qu'on en a quand on choisit d'être musicien. Et pour en vivre, effectivement, vous venez d'en parler, il y a des outils quand même qui étaient complètement inaccessibles avant. Moi, par exemple, je suis là pour vous présenter un bouquin de mémoire, etc. Ouais, vous n'avez jamais hésité à faire de la promo. Grâce à ça, grâce aux outils qu'on a, je peux faire la promotion que mon éditeur ne fait pas. Et faire en sorte que les gens sachent que ce livre existe, alors que autrement ça serait juste un livre à compte d'auteur de plus qui est vendu aux voisins, à la famille et à la grand-mère, et qui trouvent tous formidables d'ailleurs. Cet outil, il faut apprendre à s'en servir. Moi je sais que c'est un petit peu dur pour un mec de mon âge d'être rentré complètement dans le truc, et pourtant je sais bien que c'est un tableau d'affichage assez extraordinaire. Avant, il fallait payer de l'espace publicitaire, il fallait payer. Seules les grandes maisons de disques pouvaient le faire. On ne pouvait pas enregistrer tout seul. On était complètement dépendant d'un producteur et de diffuseurs qui si les gens ne les trouvaient pas. Et d'ailleurs, ça faisait qu'on était obligé de vivre à Paris. Si on habitait Romorantin ou Lorient, c'est un mauvais exemple, parce que la musique bretonne me fait mentir. Mais la plupart des musiciens de ma génération, même s'ils étaient de Nice ou de Tourcoing, ils venaient vivre à Paris parce que c'est là où ça se passait. Et on était totalement dépendants. Maintenant, on peut faire des trucs tout seul. On est noyé évidemment dans la pléthore de gens qui font des trucs tout seuls. Enfin, il faut bien le reconnaître. Et donc la compétition, elle est énorme, immense. Et parmi... il y en a qui sont faciles à surpasser parce qu'ils ne sont pas bons, mais qu'est-ce qu'il y en a comme bons aussi? Génial. Merci François. Merci c'est beaucoup. Vraiment, la musique est pas du tout en crise. C'est l'industrie de la musique qui est en crise. Mais la créativité, les talents, dans toutes les villes de France, dans chaque instrument, il y a une école de musique actuelle, en plus du conservatoire, mais des écoles de musique actuelle, et chaque année, dans chaque instrument, il y a 2 ou 3 très bons qui sortent. Et donc la compétition, elle est terrible. Ouais, merci. Ça nous fait une super transition en fait sur une chose, parce que on veut pas non plus défendre l'idée de dire il faut tout faire soi-même tout seul. Et effectivement, ce que tu dis, avoir les partenaires, faire les bonnes rencontres et aussi les mauvaises, comme tu l'as souligné, Wally, oui. Ça fait partie du jeu et c'est assez fondamental. Alors comment on se crée un réseau professionnel, comment on se tisse ce réseau, comment on va à la recherche au contact?
il me semble que les jeunes savent faire ça très bien déjà, ne serait-ce que par les réseaux sociaux qui savent manier autrement mieux que nous. Oui, on est bien assis. Hein. Mais effectivement, on peut très bien se cantonner à rester plié sur soi. Il y a une valeur à cela, c'est que ce qui en sort est probablement ce qu'il y a de plus personnel, dès lors qu'on n'a compté que sur soi, comme un certain Stevie Wonder de la période dite classique, c'est le premier album de Talking Book à Fulfillingness First Final. Je ne mets pas Something in the Key of Life. Voilà. Parce qu'il était à tous les pupitres et sur tous les instruments, ça faisait vraiment des œuvres qui étaient éminemment personnelles. Aujourd'hui, il y a le choix. On peut très bien rester sur soi si on sait qu'on est multicasquette et que véritablement on n'a pas envie de se laisser altérer les choses que l'on pense devoir mettre devant. Mais on a la possibilité également de collaborer. Et collaborer pas seulement avec des gens qui sont sur place, on peut collaborer de manière internationale, pratiquement en temps réel. Ça, c'est extraordinaire. Ça reste extraordinaire. Et quand, en plus de cela, il y a possibilité de protéger, et j'en reviens toujours à cette histoire de protection, de protéger les œuvres écrites en collaboration avec, en étant soi-même. Oui, il vaut mieux faire le contrat avant qu'après, Oui, alors qu'on fait plutôt après, voire pas du tout. Ouais, non, on est assez d'accord. Oui, on est d'accord. On en profite. Si vous avez des questions, allez-y. Là, vous avez quand même vous avez du niveau avec ces messieurs là. Pas de questions? Ah bah si, génial. Merci. Vous avez taquiné un petit peu l'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'elle est assez prégnante chez vous. En quoi l'outil, pour moi j'ai l'impression que c'est encore un outil, pourrait apporter une espèce de chaos en fait dans le milieu de la musique et de la création? Comme toute technologie disruptive, pour parler un peu savant, le chaos est inhérent à cet événement. C'est-à-dire que, bien évidemment, se pose la question de qui est l'auteur, finalement, de la chose que l'on crée avec l'intelligence artificielle. Et cela dépend également du taux, enfin de participation de cette intelligence dans le produit final. Car il y a ceux qui se contentent simplement de donner ce qu'on appelle une requête, un prompt pour parler français, et utilisent sans aucune altération ce qui en est produit et mettent leur nom par-dessus. Et puis il y a ceux qui utilisent l'intelligence artificielle comme source d'inspiration et ou pour augmenter, ou pour changer, pour altérer une chose dont ils ont encore le contrôle. Et là-dessus, il y a à boire et à manger, comme on dit. Au final, s'auto-déclencher pour prétendre être l'autrice d'une œuvre, on est encore protégé. Ça reste un outil. Mais peut-être que demain, elle vaudra être comme HAL 9000, comme... bref, vous voyez, prétendre à prendre la place. Hein, je n'ai pas besoin de l'humain, finalement. Je peux le faire tout seul. Je vois très bien ce qui marche. Pourquoi m'embêter voilà. Ça peut. Alors, moi j'aime bien l'idée de parler d'outils parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui peut nous servir énormément. Alors bien sûr, on connaît tous dans nos logiciels de musique les fonctionnalités qui se développent, mais par ailleurs, Wally pointe beaucoup le fait de déposer ses œuvres, de récupérer ses droits, la fragmentation des revenus qui arrive un peu de partout. Justement, les dispositifs d'intelligence artificielle pourraient nous permettre d'agréger, de récupérer toutes ces données, de les collecter, de les collationner pour dire à la fin, voilà, nos œuvres sont exploitées à tel endroit et il y a des droits qui nous reviennent. Ça, pour l'instant, j'ai pas encore vu que ce soit l'objectif de certains développeurs, mais je suis convaincu s'il y a de l'argent à prendre, ils se mettront sur cette question. Donc oui, plutôt favorable à l'outil d'assistance. Alors c'est vrai, il y avait un truc terrible. Vous vous rappelez les gars quand on parlait de MAO, de musique assistée par ordinateur, les gens trouvaient ça, maintenant on est dans l'IA générative, on a fait un grand pas en avant alors qu'on était déjà au bord du gouffre. Hein. Tout à fait. Donc le chaos dont vous parlez, en fait il est bienvenu. Pourquoi? Parce qu'il nous oblige à nous bouger un peu les fesses. D'abord à continuer à creuser
ce qu'il y avait notamment d'humain en nous par rapport à ce que les machines feraient. Mais comme l'a très bien dit Olivier, mais là, c'est pas seulement une affaire de ce que les développeurs de logiciels pourraient proposer, c'est également une affaire de régulation. Et je trouve qu'il va bientôt y avoir des élections, comme on dit, européennes. Ce sera peut-être le moment de se rappeler que l'Europe, quand elle le veut, quand elle s'unit, est capable d'imposer aux géants de la tech, quand bien même nous sommes, parce que nous demeurons le plus grand marché du monde, eh bien, d'imposer nos règles, et d'imposer nos standards. Et dès lors que l'Europe pourrait, quelque part, d'une certaine manière, imposer que de l'intelligence artificielle puisse être encryptée de manière précise, qui a contribué à quoi, eh bien, ça pourrait, à ce moment-là, effectivement, être un bénéfice pour tout le monde. Merci. On arrive à la fin de cette première session des talks. Merci de nous avoir écoutés. Il y aura une prochaine session un petit peu plus tard, dans l'après-midi, à 18h30, il me semble, où on parlera spécifiquement d'un point que tu as soulevé, Wally. On parlera de musique audiovisuelle, de musique à l'image et de musique pour l'image. Et nous aurons un compositeur de musique de film qui viendra nous en parler. Alors, il est caché devant vous. Là, il est également président du Union nationale des auteurs et compositeurs. Mais ce qui nous intéressera, ça sera d'abord le compositeur et de voir quel est son point de vue sur cette question précise de toutes les musiques pour l'audiovisuel. Ensuite, ce soir, nous retrouverons dans une formule beaucoup plus intime la vie et l'œuvre de Wally Badarou. Dis donc, t'as bien fait de venir. Et puis, on continuera demain avec un sujet spécifique sur l'Assassin. Et on aura également une intervention sur la vie et l'œuvre d'un autre Master of Keyboard qui est Arnold Turboust. Et j'en ai oublié un, oui, j'ai oublié un sujet sur on va dire la nécessité de se former, d'apprendre, de faire de la transmission. On parlera formation professionnelle, enseignement dans le périmètre de la musique, avec Xavier Collet de SOUP et également Philippe Bredu qui nous parlera de Arturia University, qui est une toute nouvelle entité qui a vocation à faire de la transmission. Et là, je crois qu'il est venu le moment de vous laisser avec le Colossus. Et ça, c'est pas une mince affaire. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu au Débeauté. Je me suis incrusté. Allez,